en créant donc cette entreprise qui s'appelle Carbon Blue. C'est comment est-ce qu'on arrive à redynamiser nos territoires, à réindustrialiser et à recréer de l'emploi à échelle locale. Économiquement, comment est-ce que vous fonctionnez? Soit tu payes 100 balles pour avoir une benne et t'as plus rien derrière, soit tu payes 100 balles et avec cette matière-là que vous nous avez fournie, on vous crée du mobilier, soit n'importe quel produit, issu de vos déchets plastiques. Dans 10 ans, la vision c'est les déchetteries n'existent plus, mais par contre, dans chaque ville, tu as un atelier Carbon Blue où tu peux apprendre, ah tiens, là, les machines, ça fonctionne comme ça, mais du coup, tu as une émulsion de savoir, de trucs, enfin, c'est un peu ça. Nous, on veut vraiment montrer que le recyclage plastique ne pourra être viable que si on se base sur le socle de la confiance commune. Hop, 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 hop. Avant de commencer l'épisode, j'ai quelque chose à vous dire. Ultra important. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne santé. Pour toute votre famille, je vous souhaite l'argent, le bonheur, tout ce qui va avec dans le packaging. Je vous le souhaite. C'est une année extrêmement intéressante. Il paraît que c'est l'année de l'algorithme, où l'algorithme est avec nous, 2025. 2025. Donc c'est 45 au carré. Donc carré parfait. Donc ça veut dire les chiffres sont avec nous, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal cette année. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, vous êtes déjà presque plus de 900 personnes. On arrive des 1000 abonnés sur le réseau social LinkedIn. Donc franchement, c'est juste incroyable. Et 2000... Et Dromien Matériaux, ça a commencé en 2023. Là, on est en 2025, on a presque 1000 abonnés sur LinkedIn. C'est incroyable. Merci, merci, merci de m'aider à donner la parole aux femmes et aux hommes de science et de promouvoir une science plus humaine et plus inclusive, où on remet vraiment l'émotion, l'expérience, associée finalement à des faits, on est bien d'accord, les faits scientifiques, mais néanmoins on recentre cette thématique autour de l'humain. Et ça, c'est super intéressant. Et en tout cas, je vous en remercie. Merci de leur donner de la voix et merci de me donner de la voix également. Si vous souhaitez me soutenir, soutenir le podcast, soutenir cette dynamique, franchement, cette dynamique incroyable, ben en fait, c'est ultra simple. Ultra simple. Tout simplement, abonnez-vous. Vraiment, abonnez-vous. C'est simple. Dromien Matériaux, il est diffusé sur les canaux, que ce soit YouTube ou Spotify et Apple Podcast, Deezer. N'hésitez pas vraiment à vous abonner. À vous abonner, à mettre un like, que ce soit sur YouTube ou 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Et surtout, commentez. Franchement, commentez les amis. Parce que sans vos commentaires, sans vos retours, je ne peux pas designer quelque chose qui vous ressemble également. L'objectif, c'est de créer une synergie entre nous. Moi, je kiffe ce que je fais, mais moi, j'aimerais aussi que vous kiffez ce que je fais. Voilà, et moi, je veux kiffer ce que vous faites également. Donc, n'hésitez pas à commenter, à partager, à me mettre des profils en avant, des thématiques en avant. N'hésitez pas. Créons ce lien qui permet vraiment de donner aux Dromien Matériaux une autre dimension, une autre échelle, quelque chose ensemble, du partage. Et franchement, je vous encourage à le faire et on vise vraiment ces 1000 abonnés sur YouTube. On est un peu loin encore, mais je le vise. Et je vous ferai une surprise. À 1000 abonnés sur YouTube, je vous ferai une surprise. Vraiment. L'épisode d'aujourd'hui de Dromien Matériaux a été tourné en 2024. Vous allez voir, il y a 2-3 qui ont été tournés en 2024. Et en fait, ils vont passer maintenant, en 2025. Donc, n'hésitez pas à les écouter. En fait, je compte sur vous. Et sans transition, je ne vais pas vous retenir plus. Je vous laisse avec l'épisode que j'ai eu le plaisir de tourner avec Dorian. Vous allez voir, c'est quelqu'un d'incroyable. Et bonne écoute à vous. Et merci, merci, merci pour votre soutien. Bonne écoute. Eh bien, nous y sommes. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Dromien Matériaux, votre podcast qui parle de sciences, de matériaux et d'expériences humaines. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique qu'on n'a jamais parlé dans Dromien Matériaux. Je blague. On va parler de plastique encore une fois, mais vous savez, c'est un matériau ultra intéressant. Et en plus, avec ce qui s'est passé, le 5e session du traité donc à Busan en Corée sur le traité du plastique, je pense que c'est un sujet incontournable. Et pour cela, ben, j'ai un guest, le top guest qui est avec moi. Je vous présente sans transition, pas de chichi, pas de blabla, parce que vous allez voir, il y a tellement de choses à dire. Dorian, comment tu vas? Ça va super. Merci beaucoup, Mike. En tout cas, enfin, vraiment,
C'est une super joie, voilà, de vraiment pouvoir parler à la cool, plastique et voilà de tous ces sujets-là sur des matériaux. Donc merci beaucoup. Bah, je t'en prie, ouais, c'est parler à la cool, c'est vrai que c'est dommage dans le monde de la science, c'est toujours prise de tête, Mm. c'est toujours ouais, moi je sais plus que toi et tout. Non, travaillons en intelligence collective, propageons le savoir, parlons à la cool, mettons-nous dans une bonne ambiance et je pense que tout se passera bien, il y a aucun souci. Moi je pense que t'es d'accord avec moi, n'est-ce pas, Dorian? Carrément, carrément, Allez, carrément. pas super. Bah écoute Dorian, pour commencer, moi je vais te demander en fait pour les auditeurs bah, de te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quel a été ton parcours. Bon c'est le b.a-ba d'Andromia Matériaux, je pose toujours ces questions-là pour bien en fait centrer, tu sais, Mm. l'invité. Et quel bac as-tu fait, grade, matricule, bah allez, je t'en prie, à toi de jouer. Écoute, donc je m'appelle Dorian Testa, je suis de la quatrième génération d'une famille qui a travaillé le plastique donc en France donc depuis la fin des années 50. Ma famille a initialement travaillé sur des tuyaux PVC pour de l'irrigation et en gros à partir des années 90 la réflexion autour des différentes entreprises familiales qu'il y avait sur la production de plastique, c'est un peu basé sur le plastique vierge à un coût qui est indexé sur le baril et donc du coup c'est un prix qui peut fluctuer en fonction donc de cette vérité-là, mais qui n'est pas géré par le territoire dans lequel sont produits tous ces produits plastiques. Et donc la réflexion était, et si on utilise donc du plastique recyclé, lui n'est pas indexé sur le baril, il est indexé sur le coût de la main-d'œuvre, etc. Et donc c'est comme ça que ma famille a ensuite travaillé donc dans le plastique recyclé depuis à peu près une trentaine d'années. Donc moi je suis de la quatrième génération de cette famille-là. Je suis le second d'une famille de quatre. J'ai 26 ans, j'ai deux enfants. Et écoute, j'ai fait un bac S. Et moi, initialement, je travaille dans la chefferie de projet informatique. Je suis développeur informatique, donc rien à voir avec le plastique. J'étais chef de projet pendant 5 ans. Et à un moment donné, une personne du nom de Stéphane Testa, qui n'est autre que mon paternel, a créé une boîte, voilà, pour faire du recyclage plastique à échelle locale. Donc de vraiment avoir un truc dont l'ADN ne soit pas simplement, tu sais, éco-responsable et bien plus, mais de vraiment faire un truc qui ait véritablement du sens et qui soit pas idéologiquement encarté. Tu vois, c'est initialement si ton projet n'est pas économiquement viable et si il ne fait que de se gaver de subventions, quand le robinet des subventions se ferme, tu n'as rien créé en fait. Or, la vraie réflexion que Steph avait eue donc il y a 4 5 ans là, en créant donc cette entreprise qui s'appelle Carbon Blue, c'est comment est-ce qu'on arrive à redynamiser nos territoires, à réindustrialiser et à recréer de l'emploi à échelle locale. Donc nous, on est situé à Gemnos et on a donc c'est près de Marseille. Et on a d'ores et déjà accompagné une entreprise et vendu une usine à Bordeaux. Et nous, le but, en fait, c'est, on a une double compétence dans cette entreprise-là qui est Stéphane, mon père, qui reste le président, qui s'occupe de l'accompagnement des entreprises et pour vendre le concept de ces micro-usines-là pour qu'elles gardent toujours cette essence de travailler à échelle locale dans un rayon de 50 km à la ronde. Et donc, c'est comme ça qu'on a vendu celle près de Bordeaux à Mérignac qui s'appelle Plastou et moi qui dirige l'usine pour montrer qu'en fait que ça fonctionne. Montrer que le recyclage plastique, c'est pas simplement un truc fumeux ou que le plastique, c'est pas le grand méchant matériau qui va tous nous tuer. En fait, c'est le plastique, on sait ce que c'est de par notre héritage familial, on sait ce que c'est, on sait ce que ça n'est pas. Et on connaît ses qualités et on connaît voilà, tous les déboires qu'il y a pu avoir sur une mauvaise gestion, sur une gestion problématique de tous les déchets plastiques. Enfin, on habite quand même à Marseille, donc on voit ce que c'est que la mafia autour des déchets plastiques, etc. Donc on sait ce que c'est que de pas forcément bien traiter tout ça. Mais voilà, donc nous, on fait notre petit bonhomme de chemin et voilà, sur une usine de recyclage plastique, familiale de fait, à échelle locale pour réindustrialiser et recréer de l'emploi à échelle locale. Ben, c'est super cool. C'est ultra cool comme enjeu. Et surtout, tout ce qui est redynamisé.
une région. Donc ça, c'est vraiment un but. Moi, je trouve que c'est ultra intéressant de redynamiser toutes nos régions et tout ça, apporter de l'emploi. Et d'autant plus, en fait, quand on est dans des notions d'économie circulaire, quand on est dans des notions de recyclage, parce qu'en fait, on se rend compte que le recyclage, c'est vraiment quelque chose de très local. Parce que ça Hmm, dépend en fait du bassin où tu recycles. On n'a pas complètement. tous les mêmes types d'industries. On n'aura peut-être pas tous les mêmes types de plastique. Ça, je pense qu'on va y revenir aussi parce Oui, que plastique, oui. c'est une grande, grande famille de matériaux avancés Hmm, qui est à base polymère. Donc ça, on pourra en exactement. discuter également. Donc effectivement, euh, c'est tout un enjeu, quoi. C'est vraiment un enjeu de savoir identifier le matériau, créer la bonne micro-usine pour répondre aux bons Hmm. besoins et derrière, effectivement, ben, qu'est-ce qu'on produit avec et comment on le produit. Bon, ça, c'est super intéressant. Mais avant toute chose, comme dirait le masque, tu sais, dans le film, avant toute chose, euh, pourquoi t'as kiffé la science? Ou alors, du coup, l'informatique, tu m'as dit au début, mais Ouais, pourquoi ça s'est transformé aussi en kiffage de science grave, quoi? eh On va ben, dire de ça ouf. comme ça. Non, non, mais en fait, moi, initialement, donc j'étais bon en sciences, mais je savais pas trop ce que je voulais faire. Initialement, je voulais faire prépa, plus école d'ingé, machin. Et en fait, à un moment donné, j'ai pas eu les prépas que je voulais. Et donc, je me suis dit, tiens, est-ce que je peux faire autre chose ou comment est-ce que je peux essayer de toucher et de grappiller les sciences un peu par une autre porte? Et donc, c'est comme ça que j'ai fait un IUT en GE2I, génie électrique et informatique industrielle. Et c'est vraiment là où j'ai pu bouffer du code, où j'ai vraiment pu comprendre ce que c'est que l'industrie. Et l'industrie n'est pas la finalité en soi, vu qu'elle apporte toujours à de la production. Et typiquement, c'est à travers ce biais-là que j'ai pu toucher voilà, du matériau et de la science. Voilà. Et donc ensuite, j'ai fait une école d'informatique qui s'appelle Epitech pour du dev. Et je me suis rendu compte de quelque chose, c'était que on est dans un monde où tout tourne autour de services. Tu vois, t'as des abonnements de services pour du Netflix, pour du machin, et tout n'est que service. Et à un moment donné, je trouve que il manque cet aspect palpable, cet aspect, putain, là, c'est tangible. C'est pas juste tu bouffes du code ou quoi, c'est du tangible. Et alors, moi, j'associe un petit peu toutes les dérives autour de la déprime, de la dépression, vers un truc qui est un peu hors sol, un truc qui est euh, qui n'est pas palpable, qui n'est pas tangible. Et tu vois, typiquement, moi c'était vraiment d'être sur des projets informatiques. Alors, je me suis régalé, hein, mais d'un autre côté, quand tu commences à parler de ton truc, c'est généralement, tu le parles au futur. Parfois, c'est un peu fumeux. Tu sais que tu peux un peu dire des cracks, mais c'est pas grave parce que d'un autre côté, c'est quand même un peu le jeu. Tu vas survendre, tu vas. Enfin, et il y a vraiment un truc où je me suis dit, mais attends, les premiers gars, quand il n'y avait pas d'argent, c'était du troc. Tu vas voir un truc, puis tu vas échanger un autre truc. Enfin, putain, c'est palpable, quoi. Et typiquement, je me suis dit, tiens, je pense que ma place est plutôt vers quelque chose qui va essayer de plutôt servir le réel plutôt que de servir une fiction ou du virtuel. Et donc, c'est en ça où tout l'informatique, toutes mes années d'études et tout mon ancien travail me sert beaucoup en tant qu'outil, mais c'est un outil qui doit être au service du réel et il n'y a pas plus réel que ce qui est tangible. Et donc c'est en ça où je pense que la petite porte vers le matériau, ça a vraiment été voilà, le génie électrique et informatique et industriel pour commencer dans l'industrie. Et en fait, il ne peut que se terminer par le plus ingrat de tous les matériaux dont personne ne veut, mais qui est un matériau qui est incroyable. Enfin, quand des gens te disent non, mais tu te rends compte que lorsque tu laisses un plastique en pleine mer, ça peut rester pendant 400 ans. Incroyable. Non, mais c'est trop bien. Attends, attends, non, mais c'est vraiment trop bien. Et donc, euh, l'aspect qui me permet aussi de rentrer dans ce monde du recyclage plastique, c'est aussi parce que le blason du plastique n'a jamais été terni de notre côté, parce que c'est ce qu'on a toujours fait et on sait ce que c'est et on sait ce que ça n'est pas dans la famille de Testa. Et donc voilà. En gros. Ouais, je comprends. Bah, de toute façon, tu proches. Enfin, tu proches. Oui,
Oui, tu prêches, tu prêches un convaincu en termes de tangibilité. Parce que Hmm. clairement, moi, les matériaux, pour moi, c'est l'interface homme-nature. Hmm. Voilà. Moi, Hmm. je vois les matériaux comme une interface homme-nature et que dans les deux cas, l'homme souhaite modeler et dominer les matériaux à son image et la nature modèle et en synergie avec les matériaux qui l'entourent. Ah ouais, c'est hyper intéressant, ouais. Et les matériaux, c'est une vraie interface. Et c'est en fait, Hmm. c'est le langage commun entre nous, humains, et la planète. Hmm. Moi, c'est comme ça que je prône les matériaux. Donc, tu prêches un Ah ouais. langage, enfin un langage, et tu prêches un convaincu. Tu prêches les deux. Tu prêches un convaincu et un langage commun qu'on a ensemble là-dessus, parce que effectivement, pour moi, il y a une vraie tangibilité de la matière. Ouais. Et blague à part, ça va pas plaire aux chimistes, mais petite anecdote de ma part. Moi, de formation, je suis chimiste de base. Alors, tu vois, j'ai fait un STL, après je suis allé tout de suite. Alors, j'ai fait une prépa, ça a pas marché à la bon, parce que j'avais la sensation de, tu sais, que le poulet était cuit trop vite, tu vois, Ouais, ça me ouais. plaisait pas, tu vois. Donc, bon, DUT chimie, tout ça, parcours. Et en DUT chimie, je suis allé dans une boîte de pharmacie, de pharmaceutique pour créer, tu sais, faire de la chimie organique pure. Ouais. Et c'est à ce moment-là où j'ai dit, plus jamais je fais de la chimie organique. Pourquoi? Parce que, en fait, je me dis, je vais pas passer ma vie à regarder un ballon qui tourne. Parce que c'était pas tangible pour moi, tu vois. Je sais qu'il y avait des molécules et tout, que c'était, tu sais, mais c'était pas tangible. Et c'est ça qui m'a fait petit à Ouais, ouais. petit switcher vers vraiment les matériaux, qui est finalement une organisation de la matière à l'échelle humaine. Bon, c'est une notion très anthropocentrée, mais c'est quand même, c'est comme ça que je définis un matériau. C'est une Hmm. structuration de la matière à l'échelle humaine qui existe dans la même temporalité, dans le même espace que toi, en termes de Ouais. volume. C'est-à-dire que pour interagir avec lui, tu n'as pas besoin d'un microscope, tu n'as pas besoin d'une Hmm. machine. En fait, tu peux interagir directement avec lui. Donc Ouais. quand la matière s'organise à ce niveau, c'est un matériau. Après, il y a les nanomatériaux, je veux bien, je veux bien toutes les déclinaisons, on est d'accord. Mais et là, effectivement, il faut peut-être interagir avec d'autres choses. Mais bon, c'est un peu ma définition globale bon, que je défends. Que je Hmm. défends. Bah écoute, c'est super top. Moi, j'aime beaucoup ce que tu as dit, notamment effectivement sur la notion du plastique. On va en parler. Ouais. On va en parler. La notion que c'est un matériau pour moi génial. Et tu proches encore et tu prônes encore. Mon Dieu, je ne vais pas y arriver avec ce mot. Tu prônes encore un convaincu qui a fait une thèse dans les polymères. Donc tu prônes un convaincu. Euh, J'aimerais qu'on revienne en fait à la notion que tu as parlé de micro-industrie. Ouais. Alors ça, c'est super intéressant. J'aimerais bien qu'on parle. Mais avant de commencer la micro-industrie et de parler de ça, Ouais. est-ce que tu peux nous... Normalement, enfin, tu l'as fait, mais peut-être, est-ce que tu peux réintroduire l'enjeu? En fait, l'enjeu de Carbon Blue, parce que donc, tu as dit que tu as évolué dans Carbon Blue, quel poste Ouais. tu occupes également dans Carbon Blue? Et, euh, et en fait, les enjeux que vous soulevez, alors qu'ils Hmm. soient peut-être nationaux, mais là, on voit bien que quand on parle de micro-usines, tout ça, en fait, c'est vraiment des enjeux de terrain et des enjeux très locaux. Et je pense Ouais. que c'est là, en fait, la force que vous Hmm. déployez. Donc, en fait, que tu nous en parles un peu et après, on switchera un peu sur la notion de micro-industrie. Voilà, qu'est-ce que tu en Clairement. penses? Écoute, moi je suis directeur donc de Carbon Blue et plus principalement de l'usine de production que l'on a donc du côté de Gemnos. Et en fait, pourquoi avoir créé une énième entreprise au sein du groupe familial? C'était justement parce que l'usine que l'on a dans le groupe familial qui s'appelle MP Industrie, alors qui, qui, qui traite des volumes bien supérieurs aux nôtres et qui font ça depuis 30 ans. Donc, on n'a aucune prétention à vraiment dire quoi que ce soit, mais c'est une entreprise qui se base sur un fonctionnement plutôt classique où tu as en gros un bâti et tu amènes de la matière plastique jusqu'à ce bâti, enfin, et tu amènes des déchets plastiques jusqu'à ce bâti-là. Et en fait, qu'elle soit à Gardanne, qu'elle soit à Paris, qu'elle soit à Tombouctou, en fait, on s'en fout. Tu vas ramener des déchets plastiques, mais peu importe que ça vienne de France ou d'ailleurs en soi. Et donc, du coup, pourquoi est-ce que Stéphane a du coup créé cette énième entreprise au sein du groupe familial? La réflexion était lorsque tu prends le fonctionnement des usines classiques, tu as en gros un bâti et tu ramènes des déchets plastiques jusqu'à ce bâti-là. Et donc en fait, que ce soit des déchets plastiques qui viennent du même territoire ou d'un autre pays ou même d'un autre continent, véritablement, ça n'est pas une contrainte. Et donc,
La réflexion était, est-ce qu'on peut arriver à trouver une manière de vraiment pouvoir être enraciné sur un territoire et plutôt que d'avoir des camions qui viennent de l'autre bout du monde, de l'autre bout de l'Europe ou de l'autre bout de la France, qui vont avoir un impact sur, d'une part, tous les territoires qui vont traverser et en plus de ça, dans leurs émissions CO2, est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité de faire un truc qui soit à la fois plus efficient sur du traitement local et qui relèverait plutôt de quelque chose voilà, j'appelle ça du bon sens, mais euh, qui serait plutôt dans cet état d'esprit-là. Et la réflexion a abouti sur un système qui est de pouvoir avoir une usine ancrée sur un territoire dans un rayon de 50 kilomètres à la ronde. Et lorsqu'il y a des gisements, donc nous, sur l'usine de recyclage plastique actuellement, aujourd'hui, on traite entre 30 et 40 tonnes de déchets plastiques par an et on considère que 10 tonnes de déchets plastiques traités créent un emploi temps plein. Donc en gros, 30 à 40 tonnes et on a 4 employés. On s'intègre dans une usine, dans des bâtiments qui ont déjà été construits, euh, qui font grosso modo 300 mètres carrés. Donc, on est vraiment sur une règle de 3. Une usine, c'est 30 tonnes, 3 emplois temps plein dans 300 mètres carrés et dans un rayon de 50 km à la ronde. Et on travaille avec des entreprises qui peuvent avoir de gros gisements très localisés. Pour te donner un exemple, on travaille avec une entreprise qui s'appelle MB92, qui fait de la rénovation de yachts sur le port de La Ciotat. Et lorsqu'ils font donc cette rénovation, ils érigent des échafaudages tout autour de ces énormes yachts. Enfin, c'est des bateaux qui sont splendides, 80 mètres de long, enfin, des trucs trop beaux. Et ils érigent tous ces échafaudages-là. Et pour les protéger des UV, des intempéries et des animaux et de la poussière, ils vont tendre des bâches. Et quand ils ont fini de faire toutes les réparations, ils vont retirer ces bâches-là et jusqu'à l'année dernière, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils devaient demander à des entreprises pour leur mettre des bennes et qui récupèrent ces bennes-là. Et après, ce plastique-là, tu ne sais pas forcément ce qu'ils en font. Or, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a exporté une partie de notre traitement directement au pied des yachts. Donc, plutôt que d'avoir 10 camions qui vont ramener de la matière sous forme de bâches, donc de bâches PEHD, euh, plutôt que de ramener 10 camions pour ramener de la matière jusqu'à notre usine, on a une micro-usine qui est vraiment au pied du yacht, enfin vraiment c'est à 10 mètres, hein. Et elle va rentrer du coup dans la première étape de traitement qui est la réduction. On a un gros volume et on va le réduire en plus petit volume. Et donc, du coup, plutôt que d'avoir 10 camions qui vont faire des allers-retours, tu n'en auras plus qu'un avec la quantité de tout ce qui aura été donné depuis. Parce que du coup, la bâche, enfin, sur un chantier, ils peuvent avoir entre 3 et 5 tonnes de bâche. Et la bâche, c'est pas très lourd. Donc, je peux te dire que c'est des quantités, mais folles, folles. Et donc, avec eux, la réflexion que l'on a eue, c'est économiquement, comment est-ce que vous fonctionnez? Vous louez une benne à un Veolia, Paprec ou autre. Donc vous payez pour que une entreprise vous dépose une benne et cette matière-là, vous n'en avez rien et vous ne savez pas comment est-ce que ça peut fonctionner après. Nous, ce qu'on vous propose, c'est qu'on vient au pied de votre gisement gratuitement, on vous récupère la matière gratuitement et avec cette matière-là que vous nous avez fournie, on vous crée du mobilier, enfin soit du mobilier, soit n'importe quel produit issus de vos déchets plastiques. Et ça, typiquement, c'est soit tu payes 100 balles pour avoir une benne et t'as plus rien derrière, soit tu payes 100 balles et t'as une chaise, une table, t'as ce que tu veux. Et donc, les entreprises sont très sensibles à cela. Alors, je pense vraiment dans un intérêt collectif et dans une vraie franchise dans leur démarche. Tu as certaines entreprises qui ne jouent pas trop de jeux, mais quand quand on se rend compte que c'est du greenwashing pur, nous, les entreprises, non, c'est pas la peine. Nous, ça nous intéresse pas. Ce qu'on veut vraiment, c'est une démarche. Si le but, c'est que vous réduisiez les coûts et qu'il n'y ait rien d'autre derrière, en fait, on n'est pas les éboueurs du coin. Donc, c'est pas juste tu vas filer un truc gratuitement et puis plus rien. Nous, vraiment, c'est pour qu'il y ait un vrai partenariat avec l'entreprise. Et donc, c'est en ça que Carbon Blue s'est créé
pour qu'il y ait à la fois cette émulsion territoriale et de réfléchir un petit peu de manière plus posée et plus enracinée, comment est-ce qu'on arrive à avoir un écosystème local et de pouvoir exporter certaines parties de notre traitement pour être au plus proche de chaque gisement. Là, je trouve ça ultra intéressant, pouvoir répartir l'offre et la demande à des points bien Hmm. localisés et pouvoir en fait effectivement apporter une solution proche de la problématique pour limiter les coûts et limiter Hmm. l'impact environnemental. C'est Exactement. incroyable. C'est incroyable. Parce qu'effectivement, donc effectivement, tu as donné l'acronyme PEHD, donc polyéthylène Hmm. haute densité. Effectivement, en volume, tu vas avoir un truc incroyable, mais en masse, Hmm. ça, c'est rien du tout. C'est rien. Donc, si tu dois faire un transport de camion de beaucoup de bâches et que finalement ça ne pèse rien et que ça prend juste du volume parce que t'as pas le choix, bah en fait, en termes Exactement. d'émissions carbone, t'es mauvais. T'es mauvais, on va pas se mentir. Ouais, c'est T'es ça. mauvais. Et ça donne une mauvaise image. Et même je pense que t'es autant que moi impliqué dans la transition écologique Hmm. et toutes les thématiques autour des matériaux dans la transition écologique. Hmm. Et ça fait mal au cœur, quoi. Ça fait C'est clairement ça. mal au cœur. Donc effectivement, c'est incroyable. C'est vraiment une solution designée pour un problème donné Hmm. dans un territoire donné. Oui. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous différencie. En fait, c'est vraiment l'axe de différenciation que vous avez de par rapport à d'autres géants du recyclage Oui. ou moins géants, mais bon, qui sont dans cette thématique. Et franchement, c'est ultra cool. C'est ultra cool. Tu sais que, alors je sais pas s'il y a des lois qui sont passées. Par contre, ça, je suis pas au courant en réalité. Hmm. Mais tu sais qu'il y a des notions de mobilier, qu'il faut avoir du mobilier de seconde main ou de seconde vie à Oui. intégrer dans les bâtiments, enfin dans les domaines, dans les entreprises. Et ben en fait, là, vous y répondez, quoi. C'est plutôt pas mal. En fait, oui, depuis le 1er janvier 2022, tu as une loi qui s'appelle la loi AGEC Oui, la qui, loi AGEC, effectivement, mais je savais pas que c'était rentré dedans, en fait. Mais effectivement, ouais, ouais, c'est là, ça. là, tu me parles. Là, Qui, tu en me fait parles. stipule que, alors c'est un pourcentage alors je crois que c'est 20% des mobiliers perçus par une municipalité doivent être issus du réemploi ou du recyclage. Et alors là, c'est vraiment parce que tu es sur des municipalités. Au niveau des entreprises, tu n'as pas ce fonctionnement-là. Et nous, on souhaite quand même avoir une démarche qui ne soit pas, lorsque tu as des, des mauvaises entreprises qui ne jouent pas le jeu, on ne veut pas euh, on ne veut pas qu'ils jouent le jeu juste parce qu'ils ont des taxes ou juste parce qu'ils sont bien embêtés. C'est-à-dire que ça ne passera pas de manière intelligente et pérenne si tu forces quelqu'un parce qu'il doit payer plus cher, parce que tu vas l'embêter avec des taxes, machin. Non, non, ça pour nous, c'est la manière, c'est pas forcément la manière la plus intelligente et la plus pérenne. Il faut construire des choses avec les entreprises qui n'ont pas pris le pli, soit parce que c'est plus coûteux, soit parce qu'ils n'y croient pas, soit parce qu'ils sont climato-sceptiques. Enfin, il y a plusieurs raisons à cela. Et je crois en la bonne foi de chacun. Et je pense que pour avoir quelque chose qui soit plus intelligemment fait, de jouer avec la carotte ou le bâton est pas forcément la bonne manière. Et par contre, du coup, il y a beaucoup d'entreprises qui jouent le jeu et qui ont une vraie conscience écologique et qui, pour le coup, eux, arrivent à vraiment faire rentrer de nombreuses personnes sur leur discours et qui arrivent à les emmener vers vers un futur plus radieux. Et donc, je pense que c'est avec eux aussi qu'il faut construire des choses. Et je vais te dire ça. Et d'un autre côté, quand tu vois que certaines entreprises qui outre ne jouent pas le jeu, sont vraiment néfastes font des choses qui sont délictuelles au niveau de leur gestion de leurs déchets plastiques, les sanctions derrière sont dérisoires. C'est-à-dire que tu peux avoir des personnes qui sont pas très intéressées par le recyclage plastique, ça je comprends, mais quand tu as des entreprises qui vont amener tous leurs déchets plastiques dans un endroit, mettre le feu, et qu'on se rend compte que c'est eux, bah en fait, les sanctions derrière, elles n'y sont pas. Et vraiment, non, bah, c'est vrai qu'il y a eu une combustion instantanée sur différents déchets plastiques. Ouais, allez, à d'autres. Ouais, allez, ça marche.
Incroyable. Incroyable cette mauvaise foi, franchement. Donc, je pense que, alors, la conscience collective, et notamment au niveau des entreprises et sur la création de différents services RSE, pour le coup, elle s'est nettement améliorée depuis les quelques dernières années. Et alors, tu en as qui sont vraiment sur de l'idéologie pure et d'autres qui sont sur du pragmatisme et de la logique. Le but est vraiment de composer avec les deux. Mais très, très sincèrement, et ça va peut-être être une de tes questions, moi, qu'est-ce que j'en pense? Je trouve qu'on va dans le bon sens et qu'il faut pas forcément considérer l'écologie comme une nouvelle start-up. C'est un truc qui va aller piano, on fait ça tranquillou, on avance comme il faut et faut pas qu'on se presse parce que le mieux est le pire ennemi du bien. Donc, on fait ça bien, on y va tranquille et voilà quoi. Effectivement, ça c'est une vraie question que tu soulèves. D'ailleurs, j'en ai plusieurs, mais c'est une vraie question que tu soulèves. La notion d'écologie punitive, la Hmm. notion de la responsabilité des entreprises, donc Ouais, la REP, si je ne dis pas, ouais, donc la notion de exactement, pollueur-payeur, exactement. toute cette notion-là, la prise de conscience. En fait, ce qui est dommage, je pense que pour résoudre réellement le problème, c'est une prise de conscience matériau. Oui, Pour moi, elle est là, la résolution du problème. C'est une prise de conscience matériau. Malheureusement, la prise de conscience matériau demande quand même une introspection de ses connaissances, de ses certes, compétences, de sa certes. vision, de son rapport à l'environnement, de ce rapport à les autres, de son rapport à notre société et à nos sociétés qui nous constituent. Euh, Ça demande un travail de fond et de forme, Hmm. peut-être, et que c'est pas donné à tout le monde. Ça, on va pas se mentir. Ça c'est C'est arrêtons le vrai, bullshit. Ça, c'est c'est pas vrai, donné à tout le monde. c'est vrai. Donc effectivement, toute cette démarche, ça prend du temps. Et je te rejoins là-dessus, ça prend Hmm. du temps. Et je pense que la seule chose qu'on peut faire, nous, euh, euh, apprenants, j'allais dire acteurs du monde des matériaux, euh, c'est notre devoir de sensibiliser les gens à la réutilisation de la matière recyclée, même si le recyclage quand même fait partie du dernier processus. Oui, Donc il y a bien l'histoire des 3 R et même il y a des 5 R. Alors j'ai pas les 5 ouais. R, mais les 3 R, Il y a les je 5 les ai. R, ouais. Hein. Réduire, euh, réemployer, recycler. Mais après il y a la réparabilité, il me semble, et l'autre je l'ai Alors, plus en tête. les 5 R, c'est le premier, c'est refuser. C'est-à-dire que Refuser, c'est ça, voilà. donc c'est refuser alors Réduire, que tu n'étais pas traité, il me semble. refuser, réduire, Euh, ré- euh, réutiliser, Réparer. recycler. Non, je pense qu'il y a réparer et recycler à la fin. Et non, et le dernier R, c'est rendre à la terre. Donc c'est Ouais, composter. ouais. C'est en gros ça. Je pense qu'il y a autant de R qu'on veut finalement. Ouais, c'est ça. Clairement. Clairement. Mais effectivement, ouais, toute cette mécanique-là, c'est Hmm. important qu'elle soit entrée dans les mœurs. Et Ouais, surtout, ouais. en fait, moi, je le vois, j'ai eu l'occasion d'en discuter lors d'un podcast où j'ai été invité. Et du coup, je fais un coucou à Chloé dans le podcast de Romain Matériaux. Je lui fais un coucou du podcast atypique pour Chloé. On a eu la chance de discuter, tu sais, sur la notion donc d'écologie punitive. Je Ouais. racontais l'anecdote d'une personne parce que moi, voilà, je j'ai mon petit rituel avec mon père. Nous, on va boire le café ensemble le soir, tu sais, après le travail et tout. Là, quand je finis, je range le bureau et tout ça. Donc, du coup, en discutant, on rencontre plein de gens et beaucoup de gens, tu sais, prennent leur mégot, le jettent, quoi. Jette, tu sais, ils fument, bon, ils jettent le mégot par terre. Et puis, à chaque fois, des fois, moi, c'est un truc qui voilà, ça me bouillonne, tu vois. Ça me bouillonne. Et quand j'en discute avec ces personnes-là, je leur dis, mais attends, t'as jeté le mégot par terre. Tout de suite, tu sais, il y a une forme de jugement. Les gens pensent qu'ils sont Hmm. jugés tout de suite. Ah non, mais tu sais que moi, mais en fait, je le fais pas, mais bon, tu vois, la société. Je lui dis, ok, mais bon, moi, je suis là, moi, je te juge pas. Moi, je dis juste que tu jettes de l'argent, en fait. Hmm. Ça te dirait de jeter 1 euro par terre? Et il me regarde. Bah non. Bah, je dis alors pourquoi tu fais ça? Jette pas un mégot, c'est 1 euro par terre que tu jettes en fait. Parce qu'en fait, tu jettes le temps de personnes qui ont mis du temps de leur vie pour créer ce matériau, pour Hmm. arriver à cet objet.
Et toi, tu le jettes comme ça, sans respect pour le travail des gens qui l'ont fabriqué, et ainsi de suite. Alors, tu peux me dire congrégation, consortium, tout ce que tu veux des gens du tabac. Mais mine de rien, il y a des gens quand même qui sont Hmm. des salariés, qui eux s'en foutent complètement du tabac. Ils ont juste besoin de travailler, de manger et de vivre pour leur famille. Et Hmm. c'est leur métier, donc c'est leur temps que tu as jeté, quoi. Enfin, moi, ça me semble, moi, ça coule comme de l'eau de source, tu vois, dans ma Et, réflexion. mais vraiment même, tu vois, enfin, et je crois que c'est ma mère qui m'a fait la réflexion là, il y a une semaine ou deux. Moi, il ne me viendrait même pas à l'idée de ne pas recycler le verre. Tu vois, enfin, et même je me sentirais mal, tu vois, enfin, là, tu as une bouteille, il me viendrait même pas à l'idée de pas me dire non, non, mais ça, je vais pas le mettre avec le reste. Et tu vois, je pense que ce truc-là est bien rentré dans les esprits. Eh ben, tu vois, enfin, alors, si je garde la vision de ce que voudrait donc Stéphane Testa, mon paternel directeur enfin, président de Carbon Blue, lui, la vision c'est dans 10 ans, les déchetteries n'existent plus, mais par contre, dans chaque ville, tu as un atelier Carbon Blue où tu arrives avec ton plastique, donc avec tous tes déchets plastiques, et en sortie, tu peux ressortir avec une table, une chaise, et où en fait, c'est un lieu de discussion, c'est un lieu de vie où tu peux apprendre, ah tiens, là, les machines, ça fonctionne comme ça, mais c'est pas un truc qui est en dehors de la ville, un truc très très loin, c'est un truc qui est central et où du coup, tu as une émulsion de savoir, de trucs. Enfin, c'est un peu ça. C'est vraiment top, hein, c'est vraiment top. C'est une station de recyclage, mais au sens, ben, j'ai un déchet, je sais pas quoi en faire, je l'amène, je le Ouais, retransforme en quelque chose que j'ai besoin. bah de Ah ouf. ouais, c'est une belle Ça, vision. En tout cas, c'est une belle vision. C'est une c'est super ça. vision. Non, non, c'est incroyable. C'est incroyable comme vision. Mais je pense qu'on va arriver à ces services-là. On parlait de Mm. services, de choses tangibles et tout ça. Ouais. Et in fine, je pense que nos sociétés doivent muter et évoluer. Je pense Mm. que la notion de consommation changera Oui. avec le Oui. temps. Parce que l'humain, il fera toujours consommer. Finalement, des fois, les gens voient mal la consommation, mais les animaux consomment la faune. Mm. Enfin, la faune consomme la flore. Enfin, et la faune consomme la faune aussi. On va pas se mentir. Mais, et du coup, il y a un cycle, il y a un équilibre qui se fait. Donc, Mm. c'est à nous, humains, de trouver cet équilibre. Parce que, en fait, là, nous, ce qui nous fait du tort, c'est pas consommer. C'est surconsommer. Exactement. C'est ça qui Exactement. nous fait du tort. Et Ouais. faut pas se tromper de combat, en fait. Hein. Non, Faut non, pas se tromper de c'est sûr. combat. C'est sûr, c'est Et sûr. donc, effectivement, je pense que des initiatives comme celle-ci qui vont répondre à une demande, je pense, de consommer mieux, Mm. ben, je pense que là, ça fera la différence. Et Du, même, tu vois, au niveau du paradigme dans lequel on est, ouais, sur le recyclage classique, enfin, pardon, sur la production de plastique vierge, pour gagner plus, tu dois produire plus. Or, le recyclage, tu peux pas garder ce paradigme-là, parce que du coup, sinon, ça voudrait dire que tu gardes le même paradigme que la production de vierge. Or, tu seras jamais aussi bon que du vierge, vu que du coup, tu n'auras jamais la même valeur parce que tu auras passé du temps pour le laver, pour le broyer, pour le déchiqueter, donc tu auras mis du temps, de l'énergie, etc. Donc, t'es pas sur le même paradigme. Et le fonctionnement, nous, et ce qu'on aimerait mettre en avant, c'est comment est-ce qu'on arrive à réfléchir ça pour que on ne se dise pas qu'au niveau du plastique recyclé, il faut produire plus pour gagner plus. Non, il faut produire mieux pour gagner mieux. exactement. Et là, tu m'as fait toute ma transition toute faite. Notamment sur le fait que là, j'ai te parler de rentrer un peu plus en détail sur le matériau et le plastique, Ouais. et notamment sur toutes les questions de traçabilité. Ouais. Parce que finalement, on se pose la question, donc c'est vrai que... Alors, tu y as répondu en partie parce que tu m'as parlé du fait que comme vous installez des micro-usines à un endroit précis, Oui. alors peut-être que ça réduit l'intraçabilité. Alors je dis peut-être parce que quand tu vas traiter par exemple des bateaux ou des choses comme ça, ou même bon après les bateaux, c'est pas une technologie que tu traites parce que c'est un thermodurcissable, c'est Mm. verre polyester, donc bon c'est C'est pas ça. quelque chose qui peut se traiter. Donc comme la crise des pales d'éoliennes, on va dire ça comme ça, Ah, le quelle gros horreur. mytho des pales d'éoliennes. Mais bon, euh, mais voilà cette notion de traçabilité. En fait, comment vous gérez ça? Alors la traçabilité, finalement d'une part. Mm. D'une deuxième part, ben, les charges.
Oui, Finalement, on parle de plastique, donc on parle de matériaux avancés, donc il n'y a pas que le oui, polymère, il y a toutes ces charges. Comment vous oui. traitez en fait ces notions de charge? Et notamment quand vous allez réaliser le nouvel objet, est-ce que c'est un mélange de différents plastiques que vous faites? Donc en fait, ça porte le petit logo, tu sais, O comme dans les Lego, tu sais, parce que c'est un mélange de polymère et de charge qui fait un Ouais, plastique. c'est Donc ça, on sait pas, mais bon, ta brique, elle est cool. c'est ça. Est-ce que c'est comme ça ou est-ce que vous allez assurer un niveau donc de traçabilité Oui. important? Et du coup, j'enchaîne tout de suite sur une autre question, c'est que combien de fois vous êtes capable de le recycler? Mm. Tu vois, dans ton process, Clairement. on parlera même d'ACV si tu veux bien. Oui. Ben, combien de fois tu vas, en fait, combien est ta plage d'utilisation de ton objet, et puis Mm. combien de fois tu considères en itération de ton cycle de vie. Alors, pour répondre à ta première question de celle pour la traçabilité, donc, je t'avais dit, je viens du monde de l'informatique et j'ai développé avec un très bon ami une solution de traçabilité pour que les personnes qui viennent nous donner, nous confier leurs déchets plastiques, qu'ils puissent ensuite connaître l'issue de ce qu'ils ont traité. C'est-à-dire que on va récupérer un déchet plastique. Je sais par exemple que j'ai une palette plastique qui vient d'une entreprise sur Aubagne. Et moi, à la production de mes produits finis, je vais dire, la table que j'ai créée, elle est composée de X% de ce plastique que j'avais initialement. Sauf que la question qui suit, c'est, oui, mais comment est-ce qu'on sait que tu vas pas mytho? Et de toute façon, nous, dans notre process de traitement, c'est on récupère un déchet plastique, on va le réduire et on va le trier par polymère et par couleur. Mais donc l'autre question c'est, attends, mais donc du coup, si moi je t'ai donné des palettes et que du coup tu as une autre personne qui t'a donné des palettes, comment est-ce que je sais que c'est exactement la mienne? Toutes ces questions-là sont très très bonnes et elles reviennent, à mon avis, à un point fondamental depuis la nuit des temps, c'est la confiance. À un moment donné, il y a des éléments où il faut pouvoir avoir du contrôle, il faut pouvoir tracer machin, mais à un moment donné, c'est est-ce que tout le monde est pourri ou est-ce que on peut avoir de la confiance? Et c'est en ça où, véritablement, l'outil de traçabilité que l'on a créé qui s'appelle EcoTrace est pas. Et, et ce que l'on souhaiterait, c'est que ce soit un outil qui fasse foi sur la traçabilité de ce qu'on a, de ce qu'on a fait. Mais du coup, cette traçabilité-là, elle se base aussi et surtout sur la confiance que tu portes sur la personne qui va le retraiter. Et donc, en soi, si le souci c'est, oui, mais en fait, j'ai pas confiance en toi, je peux te donner n'importe quel outil, tu vas toujours pouvoir dire, non, non, mais en fait, là, tu avais utilisé un peu de ça. Donc, nous, on est là pour montrer patte blanche. On est vraiment, vraiment là aussi, tu vois. Nous, l'usine de recyclage que l'on a, elle est ouverte. Enfin, euh, elle est ouverte, n'importe qui peut venir. Et donc, du coup, si on nous contacte, on montre les machines, on montre ce qu'on fait, on montre, on montre absolument tout. Nous, on veut vraiment montrer que le recyclage plastique ne pourra être viable que si on se base sur le socle de la confiance commune. Et que moi, je sais que le plastique que tu vas me refourguer, il ne soit pas, enfin, qu'il ait une qualité bonne, qu'il n'y a pas eu des déchets, enfin, qui n'a pas été souillé par des matières corrosives, par des matières chimiques que nous, Carbon Blue, n'avons pas le droit de traiter parce qu'on n'a pas les agréments et c'est pas vers cela que l'on tend. Et donc, il y aura toujours une confiance qui doit se construire. Et là, nous, c'est pour faciliter cette confiance-là. Mais en soi, si moi, je te demande de me faire confiance, je t'ai déjà prouvé que c'était le cas et que tu veux pas me croire, en fait, là, le problème, il viendra plus trop de moi. Et donc, en soi, nous, c'est pour faciliter la confiance. Et donc, le recyclage et la traçabilité sont hyper importants. Aujourd'hui, la traçabilité, elle est un peu peanuts. Donc, moi, ce que je souhaite faire aussi avec cette traçabilité-là, c'est pas passer de 0 à 100. C'est déjà de passer de 0 à 30. Ou de 0 à 20. Ou même de 0 à 50. C'est que la prochaine étape, c'est pas un bond de 100 mètres. En fait, c'est juste, on y va petit à petit. Et si la solution de traçabilité que l'on aura mis en place, que l'on a mis en place, permet d'avoir un socle pour construire une réflexion de plus, parce que en effet, quand tu mélanges donc les polymères,
Enfin, quand tu mélanges plusieurs plastiques d'un même polymère, tu pourras pas dire, non mais là, attends, là c'est le copeau qui vient de tel endroit, machin. Oui, mais en fait, quelle est l'utilité de cette information? Parce qu'en fait, la destination et le lieu de départ ne sont que deux informations qui ne sont plus portées par ce petit copeau ou par cette chaise plastique. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette information? Est-ce que c'est pour avoir foi qu'on travaille avec des producteurs locaux? Est-ce que c'est pour prouver qu'on travaille bien sur le territoire français, que ce sont des déchets qui sont bien traités en France? Enfin, ou quelle est l'information et quelle est l'utilité de l'information qui est portée par cette traçabilité-là? Hmm. Donc, on a toute cette réflexion qui se base, encore une fois, et moi, c'est vraiment ce sur quoi j'essaie d'appuyer en termes de traçabilité, c'est tout ça se base sur le socle de la confiance. Oui, je comprends. Et je rebondis sur ce que tu dis, notamment sur le mélange de différents plastiques qui viennent de différents endroits, mais qui est le Ouais, même, on va dire, le même polymère. ouais, Alors, là, moi, si tu veux, en termes de traçabilité, moi, je vois un élément à soulever. Ça va dépendre, en fait, de l'utilisation que tu vas en faire. Par exactement. exemple, si tu vas utiliser dans des utilisations très techniques, où tu vas Bien sûr. vraiment t'assurer euh, de la longueur de chaîne, Ouais, donc l'indice de polydispersité et ainsi de suite, et la longueur de chaîne de ton matériau polymère, oui, euh, là, il faut que tu t'assures en fait de ça pour avoir t'assurer d'une propriété mécanique derrière. bien sûr, bien sûr. Après, si c'est pour faire effectivement de l'ameublement, où ça demande pas des grosses performances mécaniques, ça demande que quelqu'un monte dessus, il ne se casse pas la gueule, on va dire globalement, ça demande ça. C'est vrai qu'effectivement, on n'est pas sur les mêmes enjeux. Et je reviens sur la notion de confiance. Alors, en fait, je crois que tu as tout dit. Tu as tout dit parce que je partage la même idée que toi et la même opinion que toi. La confiance, c'est le nerf de la guerre. Quand tu la romps, généralement, c'est difficile à se la réattribuer. Enfin, on te la rétribue difficilement. Et surtout que tout système est fiable en réalité. C'est la capacité qui a ce système à se faire corrompre qui est vraiment la clé du système. Parce qu'on peut avoir un système très basique, j'ai un cahier, je te note mon truc, je te le donne, il y a la confiance, tout est nickel, t'es de bonne foi, je suis de bonne foi, bah, le système, il est irréprochable en fait. Mais c'est sa capacité à se faire corrompre qu'on mesure. C'est pas son efficacité d'utilisation en réalité. Donc et c'est là où je rejoins réellement sur ce que tu dis, la confiance. Et là, je partage 100%, 100% ton avis. Donc c'est vrai qu'effectivement, c'est très intéressant. Et par rapport à ton matériau, donc du coup, quand tu as eu ton matériau, que tu as fait ton objet, la personne qui a récupéré donc sa chaise ou son meuble, elle se casse. Comment tu fais? Oui, Comment tu es capable? Est-ce que tu es capable de le récupérer, de le réparer ou de le réintégrer dans un nouveau cycle de vie? oui. Comment ça se passe, du coup? Alors, nous, tout ce que l'on produit est 100% recyclable. Ce que l'on prend en entrée est pas forcément 100% recyclé, mais nous, tout ce que l'on prend est 100% recyclable et à aujourd'hui, on n'ajoute aucun additif et aucune charge sur les plaques plastiques que l'on réalise et par ricochet sur les produits finis que l'on a. C'est-à-dire qu'on va avoir un déchet plastique qui va avoir une couleur, qui va avoir des propriétés physiques et mécaniques. Et ce déchet plastique-là, on va le réduire en copeaux. On va ensuite le faire chauffer pour atteindre sa température de fusion et le mettre dans des moules qui font à peu près 1,20 m par 1,20 m sur différentes épaisseurs. Mais on n'ajoute rien du tout entre la réception de ce déchet plastique-là jusqu'à l'expédition de ce produit. Et donc, si par exemple, on récupère l'exemple de la bâche plastique. La bâche plastique générée par MB92, cette bâche plastique en PEHD, elle est souple. Et donc, du coup, nous, le produit que l'on va faire, si on fait une plaque, par exemple, de 5 millimètres avec cette bâche-là, qui est, qui est composée avec des additifs c'est du chamoine et brome, je crois. Donc, elle est M0. Et du coup, nous, cette Je bâche-là, reprends M0, donc du coup, c'est une norme anti-feu. c'est une norme anti-feu. Voilà. Exactement, c'est ça. Et Et donc, M0, et donc, c'est la plus dure, je crois, non? c'est la plus dure, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et Et c'est une norme anti-feu dans le bâtiment, excuse-moi, juste pour oui, c'est bien comprendre. ça, c'est Voilà, c'est ça, ça. Ok, très bien. c'est ça, c'est ça. Et donc, nous,
comme on ne traite cette matière-là et on ne la fait chauffer que dans la plage de température de fusion et que on ne va pas rompre les chaînes internes de ce matériau-là, on a déjà fait des tests à l'arrachement et des tests techniques, on garde les mêmes propriétés que l'on a en entrée, en sortie. Et donc, nous, véritablement, on ne va gérer et produire en sortie que ce qu'on a en entrée. Généralement, c'est sheet in, sheet out. Si tu mets des... Et donc, on n'ajoute aucune charge. C'est-à-dire que on nous a demandé si on avait la possibilité de faire des matériaux hybrides ou travailler avec différentes matières. Et tu vois, typiquement, on a déjà produit pour faire des tests une plaque en polyéthylène avec au centre des copeaux de balles des balles de caoutchouc. Donc c'était plus T'as fait un souple. sandwich? Ouais, t'as fait un Ouais, c'est sandwich? ça. C'est ça. Mais ça, on n'a fait aucun produit avec. C'était juste nous pour voir ce que ça pouvait donner, Mhm. pour voir comment est-ce qu'on pouvait le produire. Mais à aujourd'hui, on ne produit rien que l'on ne sait pas recycler. Et donc, Ouais, c'est super important. C'est super important. si on a une chaise qui se casse, et qu'on veut garder cette essence de chaise, soit on nous envoie ou on va récupérer, parce qu'on est toujours dans un rayon de 50 km à la ronde, soit on va récupérer la pièce cassée et on va la refondre pour refaire la même, soit le mec dit, alors ça fait 3 4 ans que j'ai cette chaise, je préférais un banc. On récupère la matière, on va la broyer, la refondre et lui faire un banc avec sa propre matière. Ça, c'est dans le cycle classique. Or, tu pourrais me dire, mais combien de fois est-ce que je peux le faire passer dans tout ce cycle-là? Exactement, c'est la question que je t'ai posée. Donc, le nombre de fois que tu peux reproduire ton cycle, donc en fait, ton ACV, quoi. Exactement. Eh bien, aujourd'hui, les tests que l'on a fait à ce niveau-là, on a pu, enfin, de manière empirique et expérimentale, on a eu l'occasion de ne le faire passer que 3 fois. Mais il s'avère que la production de plastique et la génération de déchets plastiques ne va pas s'arrêter demain. Et donc, ce que l'on fait, c'est si tu as un produit qui est par exemple noir, euh, parce qu'il contient un additif qui s'appelle le noir de carbone. Et que du coup, tu as ce produit qui est noir et qui vient de se casser, ce qu'on a la possibilité de faire parce qu'on traite entre 30 et 40 tonnes par an. On peut récupérer de cette matière-là qui a été broyée, n'en prendre que 10, 15, 20, 50, 80% et ajouter de la nouvelle matière recyclée. Et donc, en soi, c'est en ça que le cycle est infini et et c'est en ça où ce cas-là très précis de si je veux la pièce et que je veux exactement la même pièce, machin, surtout que là, on ne l'a testé que 3 fois, mais véritablement, nous, de manière empirique, on se rend compte que ce cas nominal de la même pièce, je la mets en boucle dans tout mon cycle, il se passe pas vraiment, en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Après, il y a aussi ce que je qualifie, on va dire, de vie ou d'usure du matériau. C'est-à-dire, à un moment Ouais. donné, les polymères, et, les remettre en température pour les remettre en œuvre, les remettre en œuvre, les remettre en œuvre. Ben, à un moment donné, tu génères, il me semble, des cendres, des choses comme ça, qui fait que finalement, on perd en performance. Et après, ce qui est intéressant, c'est de savoir finalement, in fine, quand vous arrivez à ce phénomène-là, à ce point-là, qu'est-ce que vous faites? En fait, comment vous le gérez? Nous, aujourd'hui, on a donc comme ce que je t'ai dit, on trie les déchets plastiques. Et quand, par exemple, on fait un produit fini que l'on découpe à la CNC et que l'on a des chutes, les chutes, tu repasses par la première étape et c'est le même cycle. Et donc, on a du tri par polymère, du tri par couleur et on a un autre truc qui s'appelle le mix. C'est-à-dire que toutes les chutes que l'on a, comme il peut y avoir de la couleur, comme il peut y avoir différents plastiques, on a ce truc-là qui est un mix et qui, pour le coup, nous permet plutôt de faire des tests, des tests sur des designs produits, de faire tous ces tests-là. Et donc, on a un peu ce- cette matière-là dans laquelle on a la possibilité de le retraiter. Et donc, c'est en ça où on traite les poussières plastiques et on a aussi un rabot
pour venir bien préparer nos plaques. On a de la poussière qui est générée aussi par la CNC, par de la découpe. Et ben, tout ça, on l'aspire et dans nos aspirations, ce truc-là est aussi matière à repasser dans le cycle, etc. Donc, on a vraiment un choix, je dirais presque en termes culinaires, en tant que cuisinier, on se doit de choisir les meilleurs produits de la meilleure qualité pour faire les meilleurs plats. Ben nous, en fait, pour faire le meilleur produit fini, on va toujours essayer d'avoir la meilleure matière en entrée. Et c'est en ça où, si on prend du mix, c'est vraiment nous pour faire nos tests et pour, voilà, pour vérifier qu'un design soit fonctionnel, pour vérifier qu'une forme soit bonne, ou qu'une épaisseur de plaque soit bonne. Et si par contre c'est pour de la production et pour de la vente, là, pour le coup, on serait plutôt tenté de prendre de la matière qui soit triée par polymère et par couleur. D'accord. Donc ça c'est ultra top ça, parce que c'était une question que j'allais te poser. Comment tu récupères toutes ces poussières, toutes ces Ouais, chutes? Parce que finalement, on sait que euh, le plastique sous forme de poussière, donc de micro, nano-objets, ben, on voit très bien que c'est aussi responsable oui, de la pollution de l'air. complètement. Mais euh, du coup, je t'avais posé la question, quand tu arrives à la fin de vie d'un matériau où tu peux plus rien en faire, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu le réintègres dans des pièces prototypes? Tu arrives quand même encore à réintégrer cette matière dans des pièces Oui, prototypes? Ou oui. alors, à un moment donné, tu dis non, là, ça y est, c'est mort, je peux plus rien en faire. Et c'est là, en fait, quand tu dis c'est mort, je peux plus rien en faire, qu'est-ce que tu en fais, en fait? C'est ça ma Alors, question. je comprends la question. Euh, mais nous, d'une part, sur les 5 dernières années, ça nous est jamais arrivé. Et si c'est le cas, on traite 30 à 40 tonnes de déchets plastiques par an. Un meuble, c'est 40 kilos. Une pièce d'un meuble, c'est 5 kilos. 5 kilos par rapport à 40 tonnes, t'es même pas sur une goutte d'eau. Et là, Ouais. Tu c'est... peux jouer sur enfin, un phénomène de volume du fait que exactement. même si tu peux plus rien en faire de cette matière plastique, ben tu vas Exactement. l'intégrer comme charge. Alors, Ouais. pas forcément comme charge. Oui, en fait, si. En Oui, soi, c'est si, une mais charge. en Ok, soi, très si. bien. Et tu En joues soi, sur le si. fait que comme ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre que finalement ça peut et tu peux après imaginer d'autres formes d'intégration, mais pour arriver finalement au fait où tout ce que tu as produit ou tout ce que tu as recyclé n'est plus recyclable, il faut du temps. Oui, je, Et, je, je peux comprendre. Mais et, bon, c'est et- jouer la montre, quoi, aussi, d'une certaine manière, c'est jouer la montre aussi. Donc, alors, tu oui. vois? Et d'autre part, on se concentre vraiment, nous, sur des volumes. Tu vois, par exemple, Ouais, ouais, tout à euh, fait. soit on s'intéresse à une chaise de 40 kilos, si elle n'est plus recyclable, machin, comment est-ce qu'on fait? Ou où on génère 1,4 million de tonnes de déchets plastiques par an, juste en France. On préfère se concentrer vraiment sur du volume et sur comment est-ce qu'on a une réponse efficace. Tu vois, c'est le même procédé que on nous a demandé si on savait faire des petites figurines, des trucs très 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 précis. Ouais. T'as soit ça qui fait 10 grammes, soit une chaise qui fait 45 kilos et donc qui te stabilise 45 kilos de matière ou des petites figurines à 10 grammes. Bah, on préfère plutôt traiter du 45 kilos plutôt que des petits trucs comme ça. Donc on essaie vraiment de faire étape par étape, petit à petit, mais sur des choix qui relèvent plus de notre logique de comment est-ce qu'on arrive à pas se concentrer sur un tout petit truc très 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 précis, mais à déjà, enfin en fait, et ça a été dit de nombreuses fois sur tes anciens podcasts, très intéressant d'ailleurs, et de, quand tu regardes la recyclabilité de tous les déchets plastiques dans le monde, mais on va plutôt se concentrer sur la France, et on considère dans les chiffres optimistes, c'est à peu près 27-30%. Bon, en fait, tu as encore 70% de taf pour vraiment bosser, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Il y a encore du travail. Il y a beaucoup de Ouais, travail dans ce matériau. ouais, Et effectivement, je pense que il faut commencer à tendre avec ce matériau à travailler en circuit fermé, c'est-à-dire ouais. vraiment essayer de limiter la production de plastique. Ça, je pense que c'est essentiel. Mais ce qui est Hum, difficile, en fait, je peux comprendre que c'est ultra difficile. Parce que le hum, plastique, il est émis lui-même d'un déchet. clairement. Lors de la, du raffinage, pardon, je vais y arriver, du raffinage du pétrole,
où tu as toutes les étapes d'extraction de tous tes types de carburants et ainsi de suite, bah, tu as une forme d'huile et qui reste au fond, et c'est Mm. le naphta. Et le naphta, c'est lui la source même de la création des monomères, puis des polymères, puis des matériaux avancés qui sont les plastiques constitués de polymères. Mm. Donc lui-même est un déchet que tu revalorises. Donc je comprends que d'un point de vue entre guillemets économique, avec un grand dieu de la croissance, genre mégalodon, pour reprendre un épisode qu'on a eu sur Dromier Matériaux, l'épisode 11 avec Alphonse, qui me parlait de grand mégalodon, le dieu de la croissance économique. Euh, Effectivement, il le prône, mais c'est pas Mm. raisonné, c'est pas raisonnable. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut commencer à avoir une mécanique. En fait, t'imagines quand tu vois que tous les déchets plastiques là qui vont dans les océans, enfin il y en a presque. Mm. Alors j'ai plus le chiffre en tête. J'avais un chiffre. Il y a presque 500 fois plus de déchets plastiques que d'étoiles que tu vois dans la galaxie. Il me semble il y a un truc Mm. comme ça. Alors la source, je l'ai pris du film koh qui est un film incroyable. Donc je fais coucou à Etienne également qui tournait dans le film. Et effectivement, donc tu vois, quand tu vois ça, tu te dis, bah, c'est incroyable. En fait, il faut Mm. réduire. Et en fait, cette surconsommation du plastique, c'est grave. Mais tu vas voir que je vais raisonner mon propos. Et en fait, je pense, on en terminera par là, par rapport à ça. C'est qu'en fait, on surconsomme tout. Mm. Que ça soit les céramiques, les métaux, le bois, les plastiques. Sauf que les céramiques, les métaux et le bois, ben, c'est des matériaux qui sont compris par la planète. Il arrive à les gérer. Mais le Mm. plastique, elle n'arrive pas à le gérer. Et c'est pour ça que c'est grave, en fait. C'est pour ça que c'est grave et que ça a été exponentiel. Parce que le bois, bon, bah, finalement, c'est un matériau naturel. Il a tous les processus pour se décomposer via la nature. Le métal, quand il se lave, ça lave, ça lave, ça lave, bah, ça fait des formes ioniques. Tu pars tout sous forme d'ion. Les céramiques, généralement, ben, c'est un peu comme. Alors attention, j'extrapole, hein, je fais des extrapolations. Il ne Bien faudra sûr. pas prendre ça au pied à la lettre. Pour les puristes scientifiques, les amis, ne prenez pas ça au pied à la lettre. Mais bon, une céramique, ça se rapproche beaucoup de la notion des poteries, donc finalement de la cuisson d'une céramique pour obtenir une poterie, un vase, des choses comme ça. Donc quand ça se broie, ben, finalement, ça part en poussière. Hein, Mm. c'est pareil que votre sable, que votre gravier ou ainsi de suite. Donc c'est des matériaux qui sont compris, Mm. qui sont stable, finalement, qu'une certaine stabilité est comprise par l'environnement, mais le plastique, non. On est face à une macromolécule qui n'est pas compris, qui ne peut pas se dégrader, euh, qui est purement synthétique, parce qu'il Mm. n'existe pas dans la nature. Ouais. Quand on parle d'un PEC ou d'un PIC, un polymère haute performance, je pense que ça n'existe pas dans la nature. On est bien d'accord? Ou un PS ou ce que tu veux, là, ou un polyéther imide ou ce que tu veux. Voilà. Bref, tous les acronymes que j'ai en tête. Et je pense que les enjeux, ils sont là. En fait, où ça a révélé une faiblesse de notre société, notre surconsommation. Et comme le plastique ne peut pas être assimilé par la nature et que la nature ne peut pas Mm. cacher notre erreur, eh bien, in fine, Mm. ça arrive. Et je pense que c'est pour ça que dans 80 ans, on a tout flingué, quoi. Depuis Mm. l'avènement du plastique, après presque la Deuxième Guerre mondiale, où tu sais, il y avait tout ce qui était métal et bois qui était utilisé pour l'effort de guerre. Il fallait absolument trouver un matériau pour faire vivre l'économie. Bien sûr. Ben, on est passé directement sur la celluloïde, puis la bakélite, puis après on est arrivé sur tout ce qui est polyéthylène et ainsi de suite, et polypropylène plus tard, bien plus tard. Mais en fait, c'est ça, ce matériau, il est né Mm. d'une demande de Ouais, bien sûr. consommation. Et c'est là Clairement. où c'est intéressant parce que même la genèse en lui-même, elle n'est pas Mm. saine en fait. Bien sûr. Tu vois? Donc bon, Clairement. c'est une question, on termine là-dessus sur une pointe philosophique. Je pense qu'elle a toute sa place dans le Dromia Matériaux, la Mm. notion d'expérience humaine et la notion de Clairement. philosophie. Et on l'a pu l'aborder également avec la confiance. Donc ça, je te rejoins à 100%, Dorian. Alors, je vais te poser une question pour passer à un autre pan. Et là, je pense qu'on arrive vraiment presque à la fin de l'épisode. Et je vais te poser la question. Si tu devais faire un petit peu rétrospective de toi, de ton parcours, comment tu es arrivé jusqu'à là, ce qui t'a Mm. poussé effectivement à travailler sur les plastiques, ben, quelle serait cette rétrospective? C'est une bonne question. Je dirais que le plastique, moi, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit parce que c'est quand même une affaire familiale et donc je j'ai pas vraiment été dans tout ce truc. Le plastique, c'est mal. Et même pour être très honnête avec toi.
La notion de recyclage plastique m'était un peu indifférente. Tu vois, en fait, euh, je, je, je- comme le plastique, on savait le traiter dans la famille, que c'était source d'une autre dynamique. En fait, je me suis dit que il y a forcément des professionnels qui font ça très bien et que moi, à mon échelle, moi, j'ai pas grand-chose à faire parce que je connais des industriels qui font ça et qui font ça très bien. Et en fait, je voyais pas le gouffre abyssal entre ce qu'on te dit, ce qui est vraiment fait, les accords qu'il y a et les accords qu'il y a en sous-marin et l'indifférence totale par rapport à ce matériau-là. Et donc, je dirais que en rétrospective, je, je suis conscient que je vais pas changer le monde, en fait, parce que, enfin, il- je suis pas du tout pessimiste vis-à-vis de la suite. L'homme a très bien su s'adapter à différentes choses, à différentes manières de faire. Donc, je suis vraiment pas pessimiste. Je dirais, là, c'est plus une projection. Mais en rétrospective, je dirais que le premier travail qu'on fait, c'est plutôt un travail de bon sens. J'ai pas tant l'impression d'innover en termes de recyclage plastique, mais j'ai l'impression de revenir aux sources des interactions humaines, de la collaboration, d'économie circulaire, en fait, qui clairement, depuis la nuit des temps, ah tiens, j'ai une chèvre, je te prends du lait contre une vache, contre des graines, Et j'ai plus l'impression de prôner un retour à quelque chose de simple et à échelle humaine, donc de mesurer et de mesurable, plutôt que voilà que cette grosse industrie où en fait t'as les professionnels et le commun de tous les mortels qui le plastique savent pas très très bien ce que c'est, mais de toute façon tu commandes un truc de Chine, c'est du plastique, tu commandes un truc de France, c'est du plastique, enfin c'est à peu près pareil. Donc je dirais que ma rétrospective se baserait plutôt sur euh, en effet, de reprôner quelque chose où on soit plus, où il y ait moins d'interface entre humains et que l'interface homme-nature soit en effet beaucoup plus pertinente. Ouais, je te rejoins. Ben, je te rejoins complètement là-dessus. Moi, c'est ce que je pense également et c'est ce que je prône et c'est ce que je fais avec le podcast Dromia Oui. Matériaux et notamment avec la nouvelle newsletter que j'ai créée, The Materialogist. La notion, c'est vraiment de, je prône le fait que si les gens comprennent mieux les matériaux, eh ben, ils agiront de manière plus responsable. Et je Hmm. prône vraiment cette notion de fédérer les gens. C'est ce que Hmm. je fais au travers du podcast et ce que j'ai la chance de partager avec toi aussi au travers de cet épisode, c'est de fédérer une communauté Oui. matériaux et au-delà de la communauté matériaux. Alors pourquoi la communauté matériaux dans un premier temps? Parce que nous, on est les gens du terrain. Donc nous Hmm. sommes les scientifiques, les gens du terrain, les gens en contact avec la matière. Et c'est notre devoir, et moi j'en ai fait une mission, c'est ma mission de, donc déjà de fédérer les gens de la communauté matériaux ensemble, parce que Hmm. déjà ça c'est pas gagné, c'est ce que tu as dit Ouais, d'ailleurs, non. avec avec des acteurs qui peuvent évoluer d'y part et d'autre et sans vraiment se concerter. Et puis, en fédérant une communauté de professionnels, comment on peut faire une redescente au grand public pour se Hmm. dire, ben voilà, on va plus vous aider, vous aider à, à vous apprendre ce que c'est la matière. Alors il y a des mouvements, et d'ailleurs je fais coucou aux copains de la fraise du plastique qui le font très bien dans le domaine des plastiques, mais ça vaudrait le coup de le faire dans tous les domaines de tous les matériaux en Ouais, réalité, bien pour sûr. comprendre l'intérêt et l'intérêt d'utiliser ce matériau par rapport à un autre et tout ça. Et tu Hmm. sais, j'ai eu beaucoup de questions, franchement, en off, j'ai eu pas mal de questions sur ce point bien précis. Il y a des gens qui m'ont dit, mais Mike, tu crois vraiment que les gens s'en intéressent? Et moi, je le regarde comme ça, je dis bah écoute, je comprends ce que tu dis, mais je vais nuancer ton propos. Je pense que les gens, ils sont curieux et ils sont pas bêtes. Et en fait, si tu leur expliques, eh ben, ils vont le prendre. Même s'ils comprennent pas tout, c'est pas grave. Mais Hmm. le temps qu'ils chopent la nuance et qu'ils comprennent et qu'ils arrivent à créer la nuance et à nuancer un propos, ben, en fait, tu as gagné. Hmm. Ouais, de ouf.
t'as gagné. Donc, c'est pour ça Ouais. que, et surtout, je pense qu'en 2024, et bientôt 2025, on est aux portes de 2025, euh, et surtout aux portes de mes 35 ans bientôt. C'est ça le plus dur. Et, euh, si tu veux, c'est de se dire qu'il faut relever le niveau de la population. On peut pas rester avec des personnes qui ne comprennent pas les enjeux. Ça devrait être du b.a.-ba, tu vois. Un peu comme Hmm. lire, écrire, compter. Ben, tu connais un petit peu ton environnement. Donc c'est ça que les gens prônent aussi, la biodiversité, comprendre la biodiversité. Ben, finalement, c'est comprendre sa nature. Hein. C'est en gros, c'est tes cours Hmm. d'SVT poussés, quoi. Je caricature, mais c'est un peu ça. Mais, et du coup, on devrait aussi intégrer cette notion de matière parce que c'est quelque chose qu'on touche depuis notre naissance. En fait, on Hmm. touche de la matière et après c'est très philosophique ce que je dis, mais je pense qu'elle a toute sa place. Et d'ailleurs, c'est ce que je reproche à la science, c'est perdre ce côté philosophique, ce côté humain. Hmm. On parle que de chiffres et les chiffres n'est que notre seul Dieu en réalité. Mais en fait, non. Un chiffre, tu vas me donner 3, je te change le référentiel, mais en fait, ton 3, il est pas pareil. Hmm. Tu vois, 3 en Non, partant du haut, 3 totalement. en partant du bas. Déjà, je t'ai Ouais. changé ton référentiel. Tu vois, il y a des choses comme ça. Donc, je préfère prôner une histoire, une science beaucoup plus humaine, beaucoup plus inclusive, c'est-à-dire vraiment ancrée dans la société, comprendre les enjeux pour éviter d'avoir des erreurs et des dérives. Parce que quand, quand tu trouves le factuel qui est ton seul maître, c'est le factuel, ça a des limites, je pense. Hmm. Non, mais là, clairement. Voilà, donc du coup, c'est pas mal. Et ça me fait te poser une nouvelle question. Si tu aurais une bouteille à la mer à Hmm. donner aux gens qui t'écoutent, alors qu'ils soient de notre âge, ou plus expérimentés, ou alors néophytes du milieu, quelle serait-elle? Je dirais que ma bouteille à la mer serait vraiment euh, regarde autour de toi, il y a du plastique. Que tu connaisses pas forcément grand-chose, c'est pas très grave. Mais essaie de découvrir ce que c'est et ce que tu peux en faire. En fait, je pense qu'il y a, et je vois plusieurs initiatives qui se lancent et c'est vraiment génial, mais où des gars débordent de créativité, d'ingéniosité et on leur a pas dit non, non, mais en fait, avec ça, tu dois faire ça. Ou non, non, ça, tu dois le travailler comme ça. Et je pense que avec une nouvelle dynamique, avec une émulsion de matière grise qui partent plus de l'empirique et du vécu. Tu vois, j'avais entendu une conférence qui expliquait un peu la genèse de ce génie qu'est Léonard de Vinci. Et où en gros, bah, tout le monde disait, mais comment est-ce que tu fais? Parce que les gens de l'époque avaient tous un maître et avant lui un maître, un maître, un maître, un maître. Et donc quand on lui posait la question, mais d'où vient toi ton génie? Et lui, ce qu'il disait, c'est que mon maître est le maître de vos maîtres. Pourquoi? Parce que lui se basait sur son expérience et les autres personnes avaient un maître qui se sont basés sur l'expérience de leur maître et lui avant lui, avant lui, avant lui. Et donc, je pense vraiment que c'est de revenir sur un truc où, franchement, essaye, ça marche, c'est cool, ça marche pas, essaye d'une autre manière, mais de créer un mouvement, de créer une dynamique. Voilà. Et donc, je dirais vraiment que ma bouteille à la mer, c'est, franchement, essaye plein de trucs. Là, tu vois qu'il y a un plastique, essaye un truc. Ah, tiens, ça marche pas, bah, essaye d'une autre manière. Donc, voilà. Effectivement, la jeunesse du mouvement, il me semble que Hmm. c'est emovae, il me semble, quelque chose comme ça en grec, qui est finalement la notion de se mettre en mouvement. Et l'émotion est Hmm. une mise en mouvement. Donc Hmm. effectivement, c'est super important et d'essayer. Et ce que tu dis, c'est, si je le résume d'une autre manière, c'est développer votre esprit critique. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est ça. Carrément. Carrément. Avoir un maître, c'est bien. Faire pareil que lui, c'est bien parce que tu emmagasines une compétence. Mais ce qui va te différencier, c'est quand tu vas amener ton esprit critique, pouvoir Hmm. en tirer une autre variable, Ouais. une autre interprétation, d'autres référentiels et Hmm. in fine, accroître ton éventail des possibles. Bah, Carrément. effectivement, ouais, c'est super bien. Moi, je bois tes paroles. Je bois tes paroles, Dorian. Bon, bah, c'est super cool. Allez, on arrive à la fameuse question signature.
On y est presque. On y On y est est. presque. Ça y est, on y est. This is the time. J'ai pas le. Tu sais, j'aurais dû l'installer, tu vois. C'est ça. Euh, Dorian, si tu serais un matériau, Hmm. lequel serais-tu et comment tu te définirais? Hmm. Écoute, moi, je pense que je dirais, je pense que je dirais que serais plutôt de la pierre. De la pierre parce que je trouve que c'est quelque chose qui a, enfin, c'est un matériau qui a, qui peut vraiment durer dans le temps, sur lequel on arrive à construire, on arrive à modeler pour, voilà, pour faire des sculptures qui sont somptueuses. Et vraiment, moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est essayer bah, de ressembler plutôt à de la pierre qui est l'inverse du plastique qui peut être éphémère et qui est créé par l'homme. En fait, ouais, un truc brut, 100% brut et voilà quoi. Bah super, je comprends le parallèle que tu fais. Et c'est intéressant, finalement, tu donnes l'image de pierre que tu as Hmm. euh, au plastique et tu essaies de le Hmm. rendre plus dans cette tonalité-là. Et dans ce Hmm. ton-là, le ton de pierre, pour pas faire Exactement. le mauvais jeu de mots. Mais voilà. Ok, bah écoute, c'est validé. C'est validé, Dorian, c'est validé. Alors, Génial. si on doit te suivre sur les réseaux sociaux ou te contacter, lequel tu privilégies? Écoute, nous, c'est plutôt LinkedIn. Donc, moi j'ai un compte LinkedIn à Dorian Testa. Et sinon, on a une page Carbon Blue sur lequel on est plutôt actif. Voilà, écoutez, n'hésitez pas. On répond à tous les mails, on répond à tous les appels. Donc, vraiment, voilà, il faut absolument pas hésiter. Et voilà, de manière très simple, s'il y a des questions, si c'est pour une visite, si c'est pour une installation Ouais, d'usine, surtout, pour un produit. surtout quand vous le contactez, dites-leur que vous êtes passé par Dromia Matériaux. Voilà, Complètement. comme ça, vous serez des VIP. Au Complètement, moment du contact, vous complètement. serez des C'est VIP. sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bah écoute, merci Dorian pour ce Merci podcast. à Là, toi. je vais passer en mode un peu robot. Je vais faire vite fait le petit speech de base. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés, Dorian et moi. On sera ravis en fait finalement d'avoir vos retours, vos feedbacks sur cet épisode. C'est super important. Hmm, Sans vos feedbacks, on peut pas donner de la voix aux femmes et aux hommes de science qui veulent montrer hmm. leurs compétences et apporter également leur vision des matériaux. Donc nous, on compte sur vous. Pour cela, il n'y a pas 36 solutions. Abonnez-vous donc sur YouTube. Si vous regardez en vidéo, likez, commentaire, on vous répondra. Si vous êtes plutôt plateforme d'écoute, bah alors vous avez tout, hein, Spotify, Apple Podcast, Deezer. Hmm. Il y a toutes les écoles, hein. C'est comme Gryffondor pour Souffle, ce que vous souhaitez. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles, c'est super important parce que ça nous fait remonter dans le classement. Et surtout vos feedbacks. Pour moi, le plus important, c'est vos feedbacks. C'est dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode, partagez-le. C'est super important, partagez-le. Si vous souhaitez nous soutenir, donc ça c'est très important, si vous souhaitez nous soutenir, et faire le petit plus au-delà de s'abonner, tout ça, il y a la plateforme Buy Me a Coffee. En fait, vous nous payez un café et vous avez la possibilité de le payer spontanément, ponctuellement ou me payer un café tous les mois. C'est très bien. Ça marche, vous pouvez. Donc, ça nous aide beaucoup. En fait, ça permet de faire grandir la chaîne, grandir le podcast, grandir également la newsletter et les projets que j'ai derrière. Et plus j'aurai en fait, de l'impact, plus je pourrai investir dessus pour vous ramener des personnes comme Dorian, des profils incroyables qui passent dans Drôme Bien Matériaux. Pour terminer ce magnifique épisode, ce que je fais, c'est que je vais demander à Dorian de nous donner le mot de la fin de l'épisode. Et merci à tous. Merci d'être restés jusqu'au bout. Euh, voilà. Moi, je vous attends à titre personnel. Moi, je vous attends vraiment, voilà, pour qu'on puisse construire quelque chose et voilà, de vraiment pouvoir créer les matériaux de demain avec la manière de penser que l'on a depuis la nuit des temps. Super, écoutez, un beau message de Agir et Fédérer, magnifique. Et sur ce,
On se revoit très vite pour un nouvel épisode de votre podcast Dropir Matériaux qui parle de science, de matériaux. Et je crois que là, on vous l'a archi rabâché d'expérience humaine. Allez, à très vite. Merci beaucoup.